Bienvenue dans l'Info C'est Clair qui est intitulé aujourd'hui Trump, objectif, la chute du régime iranien. Nos invités, général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, vous êtes ancien commandant de l'OTAN pour la transformation. Guillaume Lagan, vous êtes spécialiste des questions de défense et des relations internationales. Emmanuelle Galichet, enseignante, chercheuse en physique nucléaire au CNAM, et Jean-Paul Chagnolot, vous êtes président de l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Merci de participer à cette émission. Je vous propose pour commencer de revenir sur cette opération spectaculaire baptisée Midnight Hammer avec ces avions furtifs B-2 qui ont traversé l'Atlantique pour frapper 3 sites nucléaires iraniens, sujet d'Ambroise Boulais. Les Américains l'ont baptisé l'opération Midnight Hammer, le marteau de minuit. Voici comment les États-Unis ont largué 14 bombes anti-bunker sur l'Iran, des armes redoutables, utilisées pour la première fois en conditions réelles. Des bombardiers furtifs B-2 décollent de la base Whiteman dans le Missouri. Certains d'entre eux se dirigent vers l'océan Pacifique, ce sont des leurs. 7 autres bombardiers prennent eux la direction de l'Iran. Cette manœuvre de diversion était connue uniquement d'un nombre extrêmement restreint de planificateurs et de hauts responsables, à Washington et à Tampa. Le groupe de frappe principal, composé de 7 bombardiers B-2, chacun avec 2 membres d'équipage, a poursuivi sa route vers l'est dans le plus grand silence, avec des communications réduites au minimum. Pour effectuer 18 heures de vol tout en échappant au radar, plusieurs avions ravitailleurs sont positionnés sur le parcours. L'escadron survole la Méditerranée, mais pas l'Europe. À bord, des bombes GBU-57, des engins de 13 tonnes, surnommés les bombes qui percent les montagnes, capables de pénétrer profondément dans la roche et le béton avant d'exploser. Il est minuit en France quand les bombardiers entrent dans l'espace iranien, précédés d'avions de chasse en éclaireur. Les B-2 larguent leurs bombes sur les sites de Fordo et de Natanz. Une vingtaine de missiles Tomahawk, préalablement lancés par un sous-marin dans l'océan Indien, atteignent le site d'Ispahan. Les frappes ont duré 25 minutes. Il n'y a eu aucun tir de riposte selon le Pentagone, qui estime n'avoir pas été repéré par le système de défense iranien. Général Jean-Paul Paloméros, votre regard de chef d'état-major de l'armée de l'air sur cette opération, mais même d'un point de vue technique, on se dit qu'ils sont forts, les Américains. Non, c'est une opération parfaitement maîtrisée de bout en bout, bien préparée. On a vu effectivement des leurs. Donc, ils ont envoyé des B-2 dans le Pacifique. Comme ça laissait effectivement un doute. C'était peut-être superflu, mais enfin, après tout, il faut tout faire pour réussir la mission et si possible sans perdre, ce qui est le cas. Deuxièmement, au niveau de l'intégration des différentes composantes, c'est remarquable parce que vous avez ce tir de Tomahawk à partir des sous-marins. Vous avez d'abord une première vague. Quoi, les Tomahawk ? C'est des missiles de croisière qui sont extrêmement précis et qui frappent dans la profondeur. Alors eux, ils naviguent en basse altitude et ils ont des capacités de frappe très un peu comme ce qu'on peut avoir nous avec les Storm Shadow, les Scalp. Donc c'est une autre approche. Ils ne vont pas attaquer des bunkers profondément enfouis, mais des installations comme Ispahan, c'est parfait. Et c'est à moindre risque aussi, ce sont des missiles de croisière. Et donc, cette combinaison des effets, avec les meilleurs équipements, les meilleurs armements, les meilleurs avions pour faire ce type de mission. Furtif, ça veut dire qu'aucun missile, les missiles iraniens étaient aveugles. Alors, d'abord, la défense antiaérienne iranienne, elle est quand même largement entamée par les raids israéliens. C'est une des premières étapes de toute doctrine aérienne. On réduit la menace. Donc ça, les Israéliens s'y sont collés et ils l'ont fait. Et deuxièmement, effectivement, on a des B-2 qui sont quand même parmi les avions les plus furtifs aujourd'hui. Donc, ça donne un bon degré de confiance. Maintenant, ils ont frappé là où ils devaient frapper, mais c'est compliqué de faire du ciblage sur des sites qui sont enterrés à cette profondeur. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ? L'armement, c'est le meilleur armement pour ce type de mission. D'ailleurs, il a été destiné à ça. Et il a même été amélioré. GBU 57. Il a été redessiné par Boeing au milieu des années 2015, par là, pour ce type de site. Donc, pénétration d'abord, et ensuite explosion.
une fusée de proximité qui déclenche l'explosion. Donc ce sont les meilleurs avions, ce sont des pilotes professionnels, bien sûr, et les meilleurs armements. Et pourtant, il subsiste un doute, parce qu'on ne sait pas si même avec cet ensemble extrêmement performant, ça suffira pour déstabiliser le programme iranien qui était préparé d'abord à cette éventualité. C'est pour ça qu'ils se sont enterrés. Peut-être un autre site aussi, on pourra en parler. Et puis, on ne sait pas où est l'uranium enrichi. Alors, ah oui, voilà. Emmanuel Galichet, vous qui êtes une spécialiste de la physique nucléaire, votre regard sur cette opération, en plein dans le mille, a déclaré Donald Trump. Est-ce qu'on sait véritablement? L'AIEA, ce matin, dit qu'il est impossible d'évaluer l'étendue des dégâts. L'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc ces avions ont ciblé les 3 sites nucléaires, Natanz, Fordo et Ispahan. Alors, Ispahan, effectivement, ce sont en général des installations en surface, parce que c'était de la chimie et de la métallisation, donc ça permettait de passer à l'uranium métal. Donc, on a une installation de surface avec quelques souterrains, mais vraiment de surface. Et donc, effectivement, les missiles qui ont été utilisés était largement suffisant. Fordo, effectivement, avec une bunkerisation naturelle. Il fallait des grosses bombes, comme on vient de l'expliquer. 13 tonnes. Mais effectivement, tant que quelqu'un n'ira pas voir, nous ne sommes pas capables de savoir si elles ont explosé au bon endroit, à la bonne profondeur, et quels ont été les dommages sur le site, et en particulier sur les salles où il y a les centrifugeuses. On imagine que les Iraniens ont construit le site pour éviter ce genre de dommages. Donc, il devait y avoir une bunkerisation en plus de la montagne. Donc, aujourd'hui, aucune certitude sur les dommages en dessous pour Fordo. Guillaume Lagan, Donald Trump a déclaré après cette opération « Aucune armée au monde n'aurait pu faire ça ». Il y a comme, c'est ce qu'on disait, il y a presque, quand on a de tels engins, on a presque envie de les utiliser parce qu'ils sont faciles. Est-ce qu'il y a un peu de ça derrière cette opération militaire? Donald Trump, vous savez qu'on disait taco, là, qui se dégonfle toujours. Eh ben là, il a envoyé la purée, comme je vais le dire vulgairement. Oui. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Alors, c'est un vieux sujet aux États-Unis. On se rappelle que dans les années 90, vous aviez une secrétaire d'État qui s'appelait Madeleine Albright. Et chaque fois que les militaires lui disaient « non, on ne peut pas intervenir dans ce pays », elle disait « mais à quoi ça sert d'avoir la meilleure armée du monde si c'est pour pas l'utiliser ?» Donc c'était les démocrates et il y avait déjà cette tentation. Et s'agissant de M. Trump, vous vous rappelez que lors de son premier mandat, avant de décider de se retirer d'Afghanistan, il avait utilisé une bombe extrêmement puissante contre une grotte dans laquelle les talibans étaient réfugiés, dans la montagne afghane. Là aussi, les militaires avaient dit on voit pas trop l'utilité de faire ça, mais c'était pour montrer qu'il avait une grosse bombe. Et on se rappelle aussi qu'avec M. Kim Jong-un, vous savez, ils ont fait une espèce de compétition verbale pour savoir là aussi qui avait la bombe la plus importante. Donc, il y a chez lui, et on sait qu'il a un côté un peu enfantin parfois, il y a peut-être la tentation d'avoir voulu montrer sa force et le fait qu'il avait des gros jouets. Maintenant, je pense que, plus en profondeur, pour M. Trump en particulier, cet usage de la force contre l'Iran s'inscrit quand même dans une longue histoire, hein. Rappelez-vous, M. Trump, il a grandi à New York dans les années 70, et le traumatisme pour les Américains de cette génération, c'est la révolution iranienne, la prise en otage de l'ambassade, les mois de détention, qui ont quand même imprimé un sentiment d'humiliation à l'Amérique. Et donc je pense qu'au tréfonds de lui-même, il se dit qu'il a un peu rétabli la crédibilité des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Jean-Paul Chagnollot, la presse du monde entier, on n'a pas pris... revient sur cette opération militaire ce matin. Le Télégramme, j'ai pris celui-là. La guerre éclair de Trump en Iran. On voit d'ailleurs le bombardier B-2, mais la guerre éclair. Est-on bien sûr qu'on est dans une guerre éclair? Parce que c'est souvent ce qu'on dit au début, hein, la blitzkrieg, hein, et puis finalement ça dure 5 ans. Écoutez, je crois que il y a d'abord un premier succès de cette bombe extraordinaire, c'est qu'elle a réussi à pulvériser le droit international. Parce que finalement, de tout cela, on se moque. C'est tout de même quelque chose qui est contraire aux principes fondamentaux. Donc on est en guerre et le droit international, le Conseil de sécurité sont complètement oubliés. Ça, c'est une première remarque. Plus personne ne s'y intéresse. Et ça, c'est un vrai problème à terme. Deuxièmement, on ne sait rien, ça a été dit et répété, on ne sait rien de la réalité du résultat.
On parle de 80 mètres en boucle, mais personne ne sait si c'est 80 mètres ou 200 ou 300. J'ai écouté Raphaël Grossi, qui est le directeur de l'IEA. Il a été sur place et lui-même, en ayant été sur place, il a été incapable de savoir exactement à quelle profondeur on l'emmenait, parce que c'était des couloirs et ensuite des galeries. Bref, il ne savait pas. Il le dit très publiquement. Je pense que c'est les limites de ces opérations aériennes. Hein. Donc voilà, c'est ça. Donc on voit bien que nous sommes dans cette espèce de moment de fascination de l'exploit militaire, mais en fait, ce n'est qu'un moment, et un moment qui peut avoir ses limites immédiates. Vous savez, il y a une formule de Raymond Aron que j'aime bien, il dit « Le militaire sans le diplomate, ce n'est rien, et le diplomate sans le militaire, ce n'est rien. » S'il n'y a pas une dialectique entre le militaire et le diplomate, on n'aboutit à rien. Je veux dire par là que une opération militaire, c'est important, parce que ça établit un rapport de force, mais il faut que il y ait aussi un objectif politique qui est vraiment une pensée politique. Or là, il n'y a pas de pensée politique. Si c'est simplement pour détruire le programme, on ne sait absolument pas où on en est, première chose. Et deuxième chose, on est dans une espèce de zone grise où les Israéliens veulent, sinon un changement de régime, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient, mais en tout cas une déstabilisation. Et les États-Unis disent on ne veut pas de changement de régime, et Donald Trump vient dire hier l'inverse. Donc on est dans cette zone grise, donc on ne sait pas vraiment où on va, et ça c'est un vrai problème. Et les militaires font très bien leur boulot, sauf que s'il n'y a pas un objectif politique précis, on va nulle part. Les militaires sans les diplomates, ça n'est rien. Général Jean-Paul Paloméros, c'est Donald Trump qui est fort de ce succès, a dit maintenant c'est l'heure de la paix. En disant, on vous a mis KO. Est-ce que, alors, j'entendais l'ambassadeur d'Israël ce matin faire le parallèle avec l'Allemagne nazie ou le Japon impérial vaincu en 45, à qui par la force, parce qu'à chaque fois on sait que le Libye ou l'Irak, mais eux disent, il y a ces exemples, par la force, on leur a imposé la paix. Mais est-ce que c'est un vœu pieux là de Donald Trump qui dit maintenant c'est l'heure de la paix? Oui, alors, plusieurs éléments. Bon, je suis d'accord avec vous, hein, le militaire obéit aux politiques et si possible, travaille main dans la main avec la diplomatie pour essayer d'atteindre des effets. Parce que l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et là, on se trouve face à une campagne qui, dans un premier temps, finalement, porte sur les installations nucléaires. C'est peut-être la première fois qu'on essaye de donner un coup d'arrêt à cette nucléarisation rampante du monde, quand même. Alors, est-ce ou non en violation des droits internationaux? On est arrivé à un tel point avec l'attaque de M. Poutine sur l'Ukraine que le Conseil de sécurité est totalement démonétisé, si vous voulez. Et c'est un peu le fond du problème. Maintenant, les Iraniens n'avaient pas non plus le droit d'enrichir au-delà du seuil civil. Là aussi, ils étaient en contradiction. Donc, qui a les moyens aujourd'hui? Malheureusement, mais c'est ainsi, qui a les moyens peut-être d'arrêter cette marche en avant des programmes nucléaires, ce sont les Américains. Ils retrouvent cette place. On peut s'en plaindre, on peut pleurer, mais au moins, il y a un essai. Et il faut, à mon sens, dissocier cet élément-là de tout ce qui pourrait toucher au changement de régime, qui, à mon sens, appartient aux Iraniens, et la campagne israélienne qui, elle, a pour but vraiment d'affaiblir l'Iran, toujours et encore, pour qu'elle ne soit plus une menace pour le territoire israélien et pour les populations. Alors, vous l'avez dit, après avoir bombardé les installations nucléaires, voilà que Donald Trump envisage maintenant le changement de régime. C'est donc un cran supplémentaire dans l'implication américaine, puisque l'objectif n'est plus d'anéantir le programme nucléaire, mais aussi d'anéantir le régime des mollahs. C'est un sujet de Julien Gall. Après avoir affirmé tout le week-end que les frappes américaines n'avaient pour objectif que des sites militaires, Donald Trump évoque la possibilité d'un changement de régime en Iran sur son réseau social. Si le régime actuel est incapable de rendre sa grandeur à l'Iran, Make Iran Great Again, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? Sur les murs de la vieille ville de Jérusalem, les drapeaux américains et israéliens sont projetés côte à côte. Après avoir convaincu les États-Unis de l'aider dans le conflit, Benjamin Netanyahou remercie Donald Trump. Le président Trump est un puissant chef du monde libre. Il est un grand ami d'Israël, un ami comme aucun autre. Je le remercie du plus profond de mon cœur. De son côté, le président français dit craindre une escalade incontrôlée au Moyen-Orient. Aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés. Et que la reprise de discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d'obtenir l'objectif que nous recherchons tous, qui est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
met en garde contre un cycle sans issue de représailles, qualifiant les frappes américaines de tournant dangereux. Alors Guillaume Lagan, ça c'était pas prévu au programme, ça, cette déclaration de Donald Trump qui dit « Si le régime iranien actuel est incapable de rendre l'Iran grand à nouveau, donc MIGA, Make Iran Great Again », pourquoi n'y aurait-il pas alors de changement de régime? Pourquoi je dis que c'est nouveau? Parce qu'il y a un mois tout juste, à Riyad, Donald Trump expliquait le contraire. Oui, c'est vrai. Il disait, j'ai retrouvé la déclaration, il disait fini de semer le chaos au Moyen-Orient, construisons des villes ensemble plutôt que nous bombarder. Bah là, ce week-end, il fait le contraire, Donald Trump. Bon, souvent Trump varie. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu un tête-à-queue par rapport à ce qui était le discours qu'il avait fait à Riyad, qui se voulait très critique de la logique néoconservatrice qui avait été celle des années Bush, c'est-à-dire, vous vous rappelez à l'époque, après le 11 septembre, il fallait transformer le Moyen-Orient, le transformer en État démocratique pour éviter qu'à nouveau des États soutiennent le terrorisme dans cette région. Et donc, M. Trump, il a quand même été élu largement sur le rejet de ces expéditions militaires en Afghanistan, en Irak, qui ont causé beaucoup de morts aux États-Unis et dans la région, et dont le bilan est souvent cité comme étant au minimum mitigé, voire dans le cas de l'Afghanistan complètement raté, puisque les talibans sont revenus au pouvoir. Donc effectivement, c'est un changement pour M. Trump. Moi, je pense que ça s'explique par deux raisons. La première raison, c'est que il a le sentiment. Alors, je reviens sur le débat technique qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai ou pas? Au fond, on ne le sait pas. Lui, il dit que tout a été détruit, que donc en fait le premier objectif qui était de mettre fin au programme nucléaire iranien, c'est terminé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Bon, je suis pas du tout expert en géophysique nucléaire. Bon, simplement, j'observe que quand on largue quand même des dizaines et des dizaines de tonnes de bombes sur un endroit et qu'il y a des machines dessous, même si elles sont bien protégées, je pense que ça doit quand même un peu secouer. Vous savez, ça me fait penser à cette scène célèbre que tout le monde connaît du Cornio, où M. Bourvil est au volant de sa voiture. On la percute, tout tombe, mais il garde quand même le volant et il dit elle va beaucoup moins bien marcher. C'est possible quand même aussi que le programme nucléaire militaire, elle prenne quand même un petit peu de quelques années de recul. C'est évident. Donc voilà, vous confirmez. Bien sûr. Donc première étape. Deuxième étape, une fois que ce programme nucléaire est réglé, entre guillemets, puisqu'on ne sait pas s'il est vraiment, se pose la question de le régler de manière définitive. Et ça, je crois que M. Macron le disait tout à l'heure dans son intervention. C'est vrai que sur le fond, si le pouvoir iranien reste tel qu'il est, il n'y a aucune raison de penser que dans quelques mois, quelques années, il ne va pas recommencer à vouloir proliférer. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une forme de logique de la non-prolifération vers le changement de régime. Maintenant, est-ce que ce changement de régime est possible par une campagne purement aérienne? C'est une question qui peut se poser. Emmanuel Galichet, c'est vrai qu'on dit on n'efface pas la connaissance avec des bombes. Oui. Ils ont plus que les installations, ils ont aussi la maîtrise maintenant. Ils ont la connaissance. Absolument. L'Iran, le régime des mollahs. Absolument. Avant 1979, c'était donc le Shah. Et à cette époque-là, depuis les années 50, l'Iran a été une puissance nucléaire civile. Et donc, il y avait un vrai programme nucléaire civil avec la construction d'une vingtaine de réacteurs pour faire de l'électricité. Et les Occidentaux ont aidé l'Iran à faire aussi bien nous, la France, les États-Unis, l'Allemagne et les Anglais. Et donc, aujourd'hui, effectivement, cette idée de changement de régime, elle est tout à fait centrale parce qu'en fait, les Occidentaux, la grande peur de tout temps, c'était de donner l'énergie nucléaire à un pouvoir dictatorial et encore plus théocratique avec justement ces problématiques sur le sacré de la vie. Donc, on est effectivement au centre du problème. Un programme nucléaire dans une démocratie, c'est bien. Un programme nucléaire dans une dictature et encore plus une théocratie, eh ben, ça pose des problèmes. Et oui, parce qu'une théocratie, on est responsable devant Dieu, donc on est... Bon. Jean-Paul Chagnolot, Benyamin Netanyahou, alors lui, pour le coup, il ne se cache pas de vouloir faire le changement de régime. Il s'adresse même aux Iraniens en leur disant « Je crois que vous allez avoir une occasion d'être bientôt libre ». Et on ne peut que constater que ce régime n'est pas très populaire en Iran. Il est tout à fait impopulaire, c'est un régime détestable, tout le monde est d'accord, mais juste une remarque sur ce qui a été dit. La question de la possession de l'arme nucléaire n'est pas liée à un régime politique. Qui a la bombe aujourd'hui ? Il n'y a pas de démocratie qui ont la bombe. En dehors de la Grande-Bretagne et de la France, la Russie, c'est pas vraiment une démocratie. La Chine n'en est pas un. Et la Corée du Nord, pas davantage. C'est une bonne chose ou pas? Non, mais c'est gravissime, mais c'est comme ça. Je veux dire, les 5 pays qui, au moment du TNP,
ont la bombe, il y a la Chine et l'Union soviétique. Il faut jamais oublier ça. Et donc on est dans un système... Est-ce que la Russie se lève tous les matins en disant tiens, mon objectif c'est de détruire la France, parce que c'est ce que fait l'Iran quand même. Non, mais je veux dire, c'est un rapport de puissance. Je suis pas en train de défendre le régime iranien qui était détestable au possible, et je serais très content d'avoir effectivement demain une démocratie. Je regarde les choses rationnellement. Aujourd'hui, la notion de changement de régime n'a pas beaucoup de sens. Vous avez une opposition qui a été écrasée pendant 40 ans, qui est absolument pas en capacité d'exister. Alors, est-ce que le fruit est mûr ? Comment ? Est-ce que le régime des mollahs est affaibli ? Mais bien sûr qu'il est affaibli. Sauf qu'à l'intérieur, vous avez vous savez, le système, il y a un organigramme. Dans l'organigramme, vous avez une puissance dans la puissance, qui est plutôt finalement un élément d'un archipel de pouvoir plus qu'un pouvoir vraiment centralisé. C'est par exemple les pasdaran. Les pasdaran, ils ont une réelle capacité de nuisance. Et dans ces derniers temps, la répression de la population a été encore pire. Donc, si vous voulez, c'est pas un changement de régime qui peut, d'une manière décisive, régler la question du programme nucléaire. Je crois que c'est faux. Je crois qu'on est dans un rapport de puissance. Non, alors, ma question n'est pas celle-là. C'est est-ce que les Iraniens pourraient se saisir de cette occasion pour essayer de faire tomber leur régime? Bien sûr qu'ils peuvent essayer. Est-ce que vous pensez que c'est possible Personne ne sait répondre à cette question. C'est comme pour tout à l'heure à propos de... Je veux dire, même les meilleurs spécialistes que je connais bien sur l'Iran, ils n'ont pas d'éléments. On est coupé de l'Iran depuis très longtemps, Alors, vous savez. Je vous propose d'écouter Maryse Burgot, qui a rencontré des Iraniens qui fuyaient l'Iran à la frontière turque, qui leur a posé la question. Est-ce que vous souhaitez qu'à cette occasion, votre régime tombe? On peut souhaiter, mais... Oui, et est-ce que vous pensez que c'est possible? Écoutez cet échange. Vous avez le sentiment que le régime pourrait tomber, là? Non. Et moi, je pense qu'il vaut même mieux pour l'Iran qu'il ne tombe pas de cette façon, parce que c'est vraiment dangereux. On n'a pas envie d'être comme l'Irak ou Libye. Hein. On a même l'impression, c'est Jean-Paul Paloméros, que ce qui se passe en Iran les tétanise et que... ils sont prêts à tout sauf à faire la révolution, là, les Iraniens. C'est-à-dire, il y a un moment, quand vous êtes sous les bombes en permanence ou les missiles... Ça calme, si vous m'excusez l'expression. Le premier réflexe, c'est légitime, c'est un réflexe de survie. Mais moi, mon sentiment, vous me contredirez peut-être, c'est que la société iranienne, pour avoir quand même quelques amis et connaître ce pays un peu, elle a une maturité vis-à-vis quand même d'une vision politique, d'une vision de la société qui est infiniment plus développée que dans les autres pays qu'on a cités. Comparaison n'est pas raison, si vous voulez. Bon, moi, j'ai vécu la Libye, c'était autre chose. On ciblait un homme, c'était Kadhafi, et puis personne ne s'est soucié de ce qui allait arriver. Très éduqués, Les militaires, moi, j'étais très soucieux de ce qui allait arriver. J'avais dit d'ailleurs au ministre à l'époque, j'avais dit, vous savez, on est en train de traiter un symptôme, mais sur le fond, connaissant aussi la Libye, ça, je ne vois pas bien, parce qu'on sentait bien que c'était en train de se séparer. L'Irak, on sait de quelle guerre il s'agissait. Là, c'était vraiment une guerre contre un homme, mais aussi contre un pays. Là, il faut donner, c'est vrai qu'il faut donner une chance à ce courant de s'exprimer. Peut-être que la méthode israélienne est la bonne, finalement, décapiter, j'en sais rien. Mais je ne pense pas qu'on puisse comparer. Moi, je ne crois pas à la théorie du chaos. Je peux me tromper, mais je pense que l'Iran pourrait se relever d'un changement de régime. En attendant, les Américains redoutent des représailles. Car il y a de nombreuses bases militaires au Moyen-Orient qui pourraient être ciblées par le régime des mollahs. Je vous propose de voir ce sujet de Clémence Barbier. Les troupes américaines au Moyen-Orient seront-elles les prochaines cibles de l'Iran ? En représailles, le régime des mollahs pourrait choisir de frapper les 40 000 soldats américains présents sur la zone, répartis au sein de dizaines de sites, comme la base navale au Bahreïn, le quartier général de la 5e flotte américaine où stationnent 8300 Marines, ou encore la base aérienne qatari d'Al Ubaid, qui peut accueillir jusqu'à 10 000 soldats. La base aérienne d'Al-Assad en Irak, elle, a déjà été la cible du régime iranien. En 2020, suite à l'assassinat par les États-Unis du général Soleimani, des installations américaines en Irak avaient été durement touchées par des tirs de missiles. Les Iraniens pourraient répondre de manière très importante et douloureuse pour les Américains. Mais ça ne veut pas dire une escalade globale. Les deux parties veulent éviter cela. Washington a appelé hier ses ressortissants vivant à l'étranger à faire preuve d'une vigilance accrue. L'évacuation volontaire des Américains présents en Israël a d'ailleurs commencé ce week-end. Les États-Unis se préparent aussi à de potentielles prises d'otages de leurs citoyens et à des attaques terroristes directement sur leur territoire.
Guillaume Lagan, est-ce que Donald Trump n'a pas mis le doigt dans un engrenage dont on se demande où est-ce que ça va emmener l'Amérique ? Oui, bien sûr, c'est un risque qu'il a pris, que se réveille l'hostilité envers les États-Unis. En même temps, cette hostilité, elle est latente, elle est même permanente. Les bases américaines en Irak, si vous suivez un petit peu l'actualité, elles sont très régulièrement attaquées par des milices liées à l'Iran. Moi, je crois que, honnêtement, l'Iran, aujourd'hui, elle est quand même dans une difficulté. Il faut qu'elle réplique. On l'a dit dans votre reportage, lorsque M. Soleimani a été tué, elle a répliqué. Mais les experts, est-ce qu'ils ont raison, j'en sais rien, disent que on avait au préalable prévenu les Américains que telle et telle base allait être attaquée pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Donc là, également, pour des raisons de prestige, le régime doit réagir. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il réagisse trop fort, parce que si jamais il attaque une base américaine et qu'il y a par exemple des morts américains, alors il va déclencher l'ire de Washington, et il sait que sur le plan militaire, il est en très grande difficulté. Je reviens quand même là-dessus parce que c'est pas complètement négligeable. Apparemment, les Américains et les Israéliens font à peu près ce qu'ils veulent au-dessus du ciel iranien. Donc, les Iraniens sont quand même pas dans une position très facile. Donc, il leur faut réagir pour maintenir leur prestige et en même temps pas réagir trop fort parce que sinon, ils risquent d'avoir une réaction encore plus forte des États-Unis. Le régime a beaucoup de difficultés. Alors, est-ce que ça peut suffire à le faire tomber ? C'est la question qu'on se posait tout à l'heure. C'est très difficile de savoir. Moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est que je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'au fond, personne ne connaît très bien l'Iran, personne ne sait très bien ce qui se passe en Iran, mais ceux qui connaissent peut-être le mieux ce qui se passe en Iran, c'est quand même les Israéliens, parce que, rappelez-vous, les frappes qu'ils ont effectuées la semaine dernière, et même de manière générale, le harcèlement du pays qu'ils ont mené sur le programme nucléaire, montre qu'ils ont apparemment une connaissance assez intime de l'État iranien, de ses fissures, de ses divisions. Et donc peut-être aussi, y a-t-il une hypothèse qu'on n'a pas envisagée, parce qu'elle est assez différente de l'Irak et de la Libye, c'est l'idée d'une scission au sein même du régime, d'un changement de régime à l'intérieur du régime. C'est peut-être une possibilité. Voilà, Jean-Paul Chagnolot, les Iraniens sont obligés de réagir, mais attention à ne pas surréagir pour ne pas s'exposer à l'ire, je reprends votre expression, de Donald Trump. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que la préoccupation majeure du régime, c'est de rester en vie, de rester dominant. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup à un changement de régime. Il peut y avoir des évolutions au sein du régime, effectivement, parce que j'évoquais tout à l'heure la formule d'archipel de pouvoir. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez des forces très contradictoires et l'une peut l'emporter sur l'autre. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque sur la population. Mon dernier contact avec les Iraniens, moi je suis prof, je fais des conférences, alors je peux pas aller à Téhéran, mais je fais des conférences avec mes collègues de la fac de droit. C'était il y a un mois. Il y a un besoin d'ouverture extraordinaire. Puis c'est des gens d'un très grand niveau. Enfin, et puis aussi une chose qui est très frappante quand vous allez là-bas. Alors aujourd'hui c'est un peu difficile, mais qui est très différent de ce qu'on peut voir en Irak ou ailleurs, cette espèce de sentiment serein, tranquille et très fort de l'identité iranienne. Nous sommes des Iraniens, et c'est quelque chose de très fort, c'est un ancrage puissant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, que ce régime est détestable, il opprime les gens, et là, de manière la plus terrible encore, si c'est possible, ces dernières semaines, pour des raisons qu'on comprend bien. Mais en même temps, il y a du patriotisme. Il y a l'idée que l'Iran est agressé. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et ça, c'est inacceptable. Ça peut servir le régime, ça, le côté drapeau ? Il va l'utiliser forcément. Alors jusqu'à quel point ? Et ça, on ne sait pas. Moi, je ne vais pas me lancer dans des hypothèses comme ça, hasardeuses. Mais c'est un élément fort. Moi, c'est ça qui me frappe. Je connais un peu cette région. Hein, et la différence entre les pays que je viens d'évoquer, l'Irak ou le Liban, ça n'a rien à voir. L'Iran, c'est pratiquement 90 millions d'habitants, une histoire profonde, un enracinement profond, et puis surtout ce sentiment, allez vous balader dans le bazar de Téhéran, ce que j'ai fait souvent, c'est ce sentiment cette espèce de puissance d'identité, mais au sens fort du terme, et noble, pas du tout de revendication, on est iranien. Voilà, ça marche, c'est un élément incontournable, je crois. Et malheureusement, l'Iran, depuis des années, est comme caricaturé dans les pires conditions par son régime, quoi. On voit l'Iran à travers ce régime odieux, alors que c'est un pays extraordinaire. Mais ça fait des années qu'on fait des sujets sur l'Iran, des années qu'on explique que ce régime est condamné, et des années que ce régime semble en téflon et résister à tous les mouvements, Femmes, Vie, Liberté, 2009. C'est quoi ? C'est la répression à un moment par la... oui, mais à la fin, même l'URSS s'est effondré. Ça a pris quelques décennies. Oui, l'URSS s'est effondré, mais la Russie est renaît ses cendres. Donc, elle est mal renée. On sent qu'effectivement, quand on tient toutes les rênes du pouvoir,
ça devient difficile. Bon, il y a déjà eu quand même des immigrations, il y a toute une diaspora, évidemment, et ça peut être utile, mais je crois que c'est difficile de faire renaître un peuple comme ça à la confiance en lui-même, une forme de démocratie, mais chaque pays a sa démocratie, il n'y a pas de modèle qui puisse s'imposer. Mais moi, je suis ravi d'entendre ces mots parce que c'est mon sentiment. Je crois que l'Iran mérite évidemment mieux ce qu'il a aujourd'hui. Ça serait pas une bonne idée de l'écraser sous les bombes. Ça, moi, j'en suis. Il y a un effet drapeau qui fait qu'à la fin. Par contre, cibler des installations nucléaires, ça me paraît tout à fait décent, même si c'est pas parfaitement efficace, mais au moins ça a le mérite d'exister. Diminuer les capacités offensives de l'Iran, ça affaiblit le régime incontestablement. S'il n'y a plus cet outil militaire, le régime est nul quelque part. Alors il peut toujours matraquer effectivement ses concitoyens, mais il y a peut-être un moment quand même où ça se renversait. Moi, j'ai compris que le régime ne représentait pas quand même une majorité. Enfin, c'est des petits nombres par rapport à la population. Certes, ils tiennent les rênes du pouvoir. Ils tiennent l'essentiel. Oui, Guillaume Lagan. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec le sentiment historique iranien. Effectivement, la Perse est une très vieille civilisation. Maintenant, il ne faut pas non plus sous-estimer les fragilités importantes de ce régime. D'abord, pour que les téléspectateurs le sachent, l'Iran, c'est quand même aussi un peu une mosaïque. Vous avez la moitié de la population qui est perse, l'autre moitié appartient à diverses minorités qui sont quand même plus ou moins intégrées et dont certaines sont même franchement hostiles au pouvoir central. Vous avez des Kurdes, vous avez les Baloutches, vous avez les Arabes dans la partie sud-ouest qui sont en rébellion ouverte contre le pouvoir. Et puis vous avez une histoire qui est quand même assez violente, d'ailleurs de la part de certains mouvements d'opposition qui sont des mouvements armés. Donc c'est pas non plus un canton suisse, l'Iran, et il en faudrait peut-être pas beaucoup, on ne sait pas. Et en particulier l'affaiblissement militaire peut quand même changer la donne. Et moi le parallèle que je ferais, c'est avec le Liban, vous en parliez tout à l'heure. Rappelez-vous, il y a l'année dernière, quand les Israéliens ont commencé leur campagne au Liban, tout le monde disait c'est fichu. Le Hezbollah a prouvé en 2006 qu'il était absolument invincible, on ne pourra jamais arriver à rien. Or, en fait, leur campagne de bombardement a profondément affaibli les capacités militaires du Hezbollah, et ce qui est quand même très frappant, encore une fois, on s'habitue à ça alors que ça n'a rien d'évident. Regardez, le Hezbollah, aujourd'hui, n'a pas proposé la moindre attaque contre Israël, alors qu'à d'autres époques, l'attaque de l'Iran aurait été le déclencheur immédiat de représailles. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer la possibilité pour Israël, sur une campagne qui peut durer beaucoup plus longtemps qu'une semaine, d'affaiblir durablement les capacités militaires du régime. Emmanuel Galichet, juste pour revenir sur la société iranienne dont on dit qu'elle est très éduquée. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur du régime. C'était Ben Ali en Tunisie aussi qui avait donné l'éducation, mais pas la liberté. Est-ce que vous confirmez, d'ailleurs, si ce régime est au point d'avoir l'arme atomique, c'est aussi parce qu'il forme des étudiants et des étudiantes. Je crois qu'en mathématiques, il y a plus de femmes que d'hommes, des étudiants de classe mondiale. Enfin, Oui, tout à fait. L'Iran est une grande nation, en tout cas sur le nucléaire, c'est une grande nation nucléaire depuis tout le temps. Et il y a vraiment un écosystème de formation de très haute qualité, aussi bien dans le nucléaire civil électrique, mais aussi dans la médecine nucléaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il y a plus de 200 services de médecine nucléaire en Iran qui traitent tous les cancers et qui font de l'imagerie. Et ils ont également besoin d'isotopes, donc radioactifs, pour cela. Et donc, ils se sont vraiment organisés dans ce sens. Donc, il y a vraiment une vraie culture nucléaire en Iran. Jean-Paul Chagnolot, oui. Oui, il y a aussi une très grande culture juridique. Moi, c'est mon champ. Et c'est des collaborations qui sont arrêtées. C'est quoi? C'est la charia Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, il y a une grande, comment dirais-je, culture juridique qui est enracinée depuis les années 30. C'est ça que je veux dire. Alors après, c'est des vieux. Mais quand je discute avec mes collègues, ils sont pas dans la charia. On était sur du droit international, on était sur le droit constitutionnel étranger. Enfin, ça n'avait rien à voir avec la charia. Il faut justement éviter ça. Et un des collègues avec qui je parlais, là, c'est un francophone en l'occurrence, c'était il y a 3 semaines ou 1 mois, c'est tout récent. Eh bien, il me disait, est-ce qu'on se souvient en France qu'il y a une élite francophone, etc. Et il était comment dire, une espèce de déception profonde du fait qu'on avait oublié mais ça remonte à il y a très longtemps. C'est ça que je veux dire. Maintenant, juste un mot sur il faut
pardonnez-moi, mais je suis pas sur le Liban. Nous sommes dans une situation complètement différente. L'État, il n'y a pas d'État libanais. Il n'y a pas d'État libanais, alors qu'au contraire, en Iran, vous avez un État très fort. Alors, l'Iran a-t-il des alliés dans la région, la Turquie, la Russie, la Chine? Je vous propose justement d'aller en Turquie, correspondance de Maris Burgo, où l'on sait que le président Erdogan a fermement condamné cette agression contre le régime de Téhéran. Correspondance de Maris Burgo. Les pays arabes condamnent fermement les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. À l'image de l'Arabie Saoudite, le géant de la région entretient de bonnes relations avec Téhéran depuis 2023, après des années de rupture. Alors ce pays appelle à la retenue. Et vous savez, les riches pays du Golfe ont souvent sur leur sol des bases militaires américaines. Or, les gardiens de la révolution menacent aujourd'hui de s'en prendre à ces intérêts américains, d'où la peur de ces pays arabes d'un embrasement, à l'image par exemple de l'État de Bahreïn, qui a sur son sol la 5e flotte américaine et qui demande à ses fonctionnaires de ne surtout pas se rendre à leur travail à partir d'aujourd'hui. Alors, Guillaume Lagan, on sait qu'aujourd'hui est reçu à Moscou le ministre des Affaires étrangères iranien qui va... Alors, qu'est-ce qu'il va demander à Vladimir? Je ne sais pas s'il voit Vladimir Poutine, mais que dit la Russie, qui est un allié de l'Iran? Alors, est-ce que c'est un allié de l'Iran? Vous savez, les Russes et les Iraniens... Un fournisseur, au moins. Voilà, ils sont très proches. Non, je dis allié parce que si on regarde sur le plan juridique, il y a plusieurs hommes politiques russes qui ont fait observer que l'accord qui a été signé entre la Russie et l'Iran il y a quelques mois ne comportait pas de clause de solidarité en cas d'attaque. C'est important parce que sinon la Russie aurait été obligée de se porter au secours de l'Iran. Néanmoins, c'est probablement le message que va faire passer le ministre iranien, c'est demander de l'aide à la Russie en lui rappelant que en Ukraine, l'Iran est venu à son secours en lui fournissant les fameux drones qui sont utilisés aujourd'hui sur le front contre les Ukrainiens. Maintenant, que peuvent faire vraiment les Russes? Alors, on sait que ce sont des partenaires historiques de l'Iran. C'est eux qui ont fourni à l'Iran sa centrale nucléaire. C'est eux qui ont vendu à l'Iran des armes dont certaines d'ailleurs n'ont pas été livrées. Et je pense qu'ils sont bien ennuyés parce que la Russie voudrait apparaître comme un acteur influent au Moyen-Orient, mais elle a quand même perdu beaucoup de plumes depuis l'année dernière avec la chute du régime de Bachar el-Assad. On parlait tout à l'heure de changement de régime. Ça, c'est un exemple quand même de changement de régime que personne n'attendait. Bachar el-Assad, il est à Moscou. Et d'ailleurs, il est à Moscou. Donc peut-être d'ailleurs que le ministre iranien est allé voir les facilités hôtelières pour... Éventuellement, il y en a qui croyaient. Commencent à se dire, il serait peut-être bien que j'ai un appartement à Moscou. Je pense qu'il faut toujours avoir un plan B ou un plan C. Et ça, pour moi, ça fait partie quand même des choses qui sont possibles. Où voulez-vous qu'ils aillent? C'est pas évident pour un Iranien. Moi, je pense que j'irai à Moscou. Ou éventuellement en Chine, mais je pense que Moscou est plus sûr. Donc vous avez cet aspect de secours. Et puis, ce que je voudrais finir par dire, c'est que je pense que la Russie est quand même un peu ennuyée parce que sur le plan militaire, en réalité, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle est tellement occupée à vaincre, théoriquement, l'Ukraine, elle n'y arrive pas, qu'elle a, à mon avis, pas les capacités de se lancer dans une expédition militaire au profit des Iraniens. Et puis, elle ne le désire probablement pas parce que, d'une part, elle ne veut pas céder... elle ne veut pas fâcher les États-Unis, qui lui tendent la main, vous savez, c'est assez habile, qui lui disent « vous pouvez être un médiateur, on veut régler votre problème, etc. » Et d'autre part, elle ne veut pas non plus, et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas livré ses armes à l'Iran, elle ne veut pas totalement se fâcher avec Israël, parce qu'elle sait qu'Israël, à son tour, pourrait aussi aider un peu plus l'Ukraine qu'il ne le fait, et que ça ne serait pas à son profit. Alors c'est vrai que pendant ce temps-là, Vladimir Poutine, il continue, elle passe sous les radars. Il y a eu 5 morts, une vingtaine de blessés cette nuit à Kiev, suite à des frappes russes. On rappelle que les fameux drones qu'utilisent les Russes, ils viennent d'Iran en grande partie. Initialement, mais depuis, les Russes ont appris à fabriquer des usines qui fabriquent des drones à la chaîne. Des drones à la chaîne, oui. Un peu sur le modèle de Shahid, mais ils les ont fait évoluer aussi. Est-ce que l'Iran vous semble seul et les soutiens chinois et russes C'est assez isolé. Le cas très particulier qui est passionnant, puisqu'on parle de l'OTAN aussi, c'est la Turquie. Toujours ce jeu plus ou moins habile de M. Erdogan, là, qui joue à droite, à gauche. Mais là, il va quand même assez loin dans sa critique. Il a comparé Netanyahou à Hitler. C'est son habileté, si vous voulez, politique à équilibrer tout ça, mais je ne suis pas certain à un moment donné, il va falloir qu'il s'engage très clairement, ne serait-ce que au sommet de l'OTAN. Alors, il a des cartes, il est bien positionné, il est maître des détroits,
il a beaucoup de cartes. C'est le lien naturel. Il peut jouer évidemment sur son arme vis-à-vis des Européens de l'immigration. Donc ça reste quand même un pays et un homme à quelque part avec lequel il faut continuer à négocier. Mais je trouve que sa position là est ferme et définitive et assez étonnante. Alors, à défaut de frapper les bases américaines, les Iraniens frappent évidemment en Israël. Je vous propose de voir ce reportage de Luc Lacroix qui montre des habitants soudés derrière leur chef, mais qui fuient les grandes villes pour fuir les bombardements. Reportage. Cette fois-ci, tous les missiles iraniens n'ont pas été interceptés et les dégâts sont spectaculaires. Il ne reste que la carcasse de cet immeuble d'habitation de Tel Aviv. L'impact de la frappe a fait trembler tout le quartier. Nous sommes heureux d'être vivants et en un seul morceau. Tout va bien pour nous, ce n'est que matériel. À Tel Aviv, sirène d'alerte. La défense antiaérienne israélienne entre en action. Plusieurs projectiles terminent leur course dans la mer, mais sur la trentaine de missiles iraniens, 4 au moins n'ont pas été interceptés. C'en est trop pour ce couple qui quitte Tel Aviv pour aller se réfugier chez des proches. Là, on est dans le centre-ville, là où ils visent et où ils essaient de nous cibler. Et même s'ils visent aussi la banlieue, si quelque chose se passe, on a un abri là-bas. Et au moins, on sera en famille. Nous arrivons à Nes-Yona, plus au sud. Un lotissement a été bombardé. Une vingtaine de personnes a été secourues par les pompiers. C'est un miracle. Ici, les résidents ont écouté les consignes de l'armée. Ils s'étaient rendus dans les abris. C'est ce qui a sauvé leur vie. Parmi les résidents touchés de plein fouet par la riposte iranienne, cet homme. Il tient à nous dire qu'il soutient les bombardements américains sur l'Iran. Je pense que c'était la bonne chose à faire. C'était le bon moment pour le faire. Et nous sommes contents qu'il l'ait fait. C'est pour le bien de tout le monde et pas seulement pour Israël. C'est le monde entier qui était en danger à cause de la République islamique d'Iran. Des Israéliens n'ont pas perdu une minute pour afficher leurs remerciements à Donald Trump, notamment avec ses panneaux publicitaires où il y a sa photo et où il est écrit en anglais « Merci, Monsieur le Président ». Jean-Paul Chagnolot, fin tacticien quand même, Benjamin Netanyahou. Il a réussi à tordre le bras de Donald Trump et à resserrer les rangs derrière lui. Lui qui était en difficulté. Je crois que c'est tout le problème, c'est que c'est effectivement un remarquable tacticien, mais c'est un tacticien qui n'a aucune stratégie véritable, au sens d'un compromis qui pourrait établir véritablement une situation pérenne avec les acteurs régionaux. Si on reprend simplement si on avait cette émission il y a 20 jours, une vingtaine de jours, de quoi aurait-on parlé? On aurait parlé de la résolution que la Knesset discutait, qui pouvait conduire à la dissolution de la Knesset parce que les partis religieux mettaient en question le fameux service militaire. Bon, ça c'était il y a une vingtaine de jours. Par ailleurs, on aurait ensuite parlé de la conférence de New York qui devait se tenir les 17-18 juin. Cette conférence qui était parrainée et par l'Arabie Saoudite et par la France, qui a été préparée. Moi, je connais assez bien le sujet. Préparé depuis des semaines avec une série de contacts incroyables, avec l'idée de reconnaître un État palestinien qui, entre parenthèses, la question palestinienne a complètement été oubliée. Disparu. Et puis, il y avait le processus, malgré tout, qui continuait avec Oman. Et à Oman, il devait y avoir, c'était l'autre dimanche, une négociation finale, terminale, par rapport aussi série de négociations. Et donc là, il était en difficulté à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, car il ne voulait pas de ces discussions et de ces négociations. Le vendredi matin, il a lancé ses attaques. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais du coup, il s'est retrouvé en position de force. À l'intérieur, évidemment, parce qu'il y a unanimité en Israël contre l'Iran, ça c'est une évidence et c'est tout à fait légitime, mais aussi sur le plan extérieur. C'est-à-dire que les Européens, et en particulier la France, qui commence à être très critique aujourd'hui, a dû changer de ton, et maintenant la France cherche une voie, quoi. Et très difficile, parce que malheureusement, dans ses rapports de puissance, malheureusement, la France n'est pas vraiment au premier plan, quoi. Guillaume Lagan, est-ce que le temps de la diplomatie, d'ailleurs c'est ce que disent les Iraniens, hein, Donald Trump a fait exploser la diplomatie, il n'y a plus d'ONU, il n'y a plus de diplomatie, et Donald Trump l'a dit la semaine dernière, Monsieur Macron ne comprend jamais rien, il n'y a plus de place pour les Européens dans ces rapports de force qui s'exercent.
Non, mais là, M. Chaniolo vient de le dire. Le problème, c'est que les Européens sont renvoyés à ce qui est leur condition naturelle, c'est-à-dire ils sont divisés sur le plan politique, ils n'ont pas les mêmes approches du sujet israélien. Par exemple, l'Allemagne, qui pour des raisons historiques qu'on connaît bien, est très solidaire d'Israël, et donc M. Merz s'est félicité de l'attaque, alors que d'autres Européens, comme les Espagnols ou les Irlandais, sont beaucoup plus critiques, et les Français sont un peu entre les deux. Donc ils sont divisés, et puis surtout... on n'a pas les capacités militaires équivalentes à celles des États-Unis. Donc en réalité, on est un peu aux abonnés absents. C'est vertigineux à l'échelle de l'histoire. Hein. Vous savez, on va fêter cette année, je ne sais pas s'il faut le fêter, mais en tout cas, il va y avoir l'anniversaire de 56, Suez. En 56 à Suez, la France et l'Angleterre défendaient leurs intérêts. Alors on est d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, ils intervenaient contre l'Égypte de Nasser. Et ce sont les États-Unis à l'époque qui leur disaient repartez, c'est fini, on ne veut plus utiliser ces manières néocoloniales. Eh bien aujourd'hui, sur le plan de la région moyen-orientale, même si la France a quelques moyens quand même militaires, plus que d'autres États, au Liban, en Jordanie, aux Émirats arabes unis, il y a des bases françaises, on n'a pas les moyens de peser sur le conflit. Général Jean-Paul Paloméros, est-ce que pour l'instant on est dans un conflit contenu, dans une guerre contenue, où l'on maîtrise à peu près les paramètres, ou est-ce qu'il y a un risque d'embrasement si les représailles étaient trop fortes et que vraiment Donald Trump s'engageait davantage? Finalement, les deux parties ont intérêt à ce que ça n'aille pas plus loin que cela. L'Iran en tête, ils sont déjà, on a parlé de l'affaiblissement. Il faut qu'ils conservent quand même, s'ils veulent tenir à la fois le pouvoir et leur rang international. Ils sont quand même isolés des capacités militaires. Or là, ils sont quand même sous une pression assez extraordinaire. Ces campagnes aériennes qui se succèdent israéliennes, elles sont redoutables. Ça change pas un État, ça change pas un pouvoir, mais quand même c'est oppressant pour le pouvoir qui va se retrouver assez nu finalement. Il a perdu une bonne partie de ses soutiens, de ses proxys, comme on dit maintenant dans le bon langage. Ça, les Israéliens y ont veillé, bien entendu. Ils ont une sorte de stratégie d'affaiblissement progressif de tous les proxys. L'Iran vivait quand même sur ces proxys. Qui a déclenché la guerre? Le Hamas, bon, ça reste un sujet, mais en tout cas, l'Iran s'y est pas opposé. Donc, oui, on est... je ne pense pas qu'on soit dans un embrasement. Maintenant, attention, il suffit d'une petite étincelle. M. Trump est assez... comment dirais-je, imprévisible. Donc, il pourrait se fâcher, mais c'est pas non plus dans sa nature. Donc, il a fallu quand même le convaincre pour aller mener ses Nobel de la paix. Je sais plus s'il y croit, mais oui, bon, peut-être. S'il arrive à arrêter le cycle de l'éclaircisation, il le méritera. C'est pas encore le cas. Mais... Merci beaucoup. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée. À demain.